Tu es prêt à te lancer en marketing par courriel, tu as choisi MailChimp comme plateforme pour gérer ta liste de contacts et puis tu aimerais savoir comment bien configurer ta liste. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer comment configurer ta liste de contacts sur la plateforme MailChimp de manière optimale. Si ce que tu recherches aujourd'hui comme information, c'est comment importer tes contacts sur MailChimp, j'ai fait une vidéo à part pour ça. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais assumer que tu as déjà ouvert ton compte MailChimp et puis que tu es déjà connecté dans ton compte MailChimp et puis je vais te montrer l'étape qui vient après, soit la configuration de ta liste de contacts. Donc, une fois que tu es dans la plateforme MailChimp, tu vas dans le menu de gauche où est-ce que ça dit Audience ici ou Audience. Donc, essentiellement, l'audience, là, c'est le nom que MailChimp donne à ton auditoire ou à ta liste de contacts. Et puis, tu vas aller dans All Contacts. Ça t'amène à la page qui va afficher tous les contacts qui sont inscrits sur ta liste de contacts en ce moment. Et puis, ce que je vais te montrer aujourd'hui, tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, en fait, ça se passe dans le menu Settings pour les paramètres de la liste de contacts comme tel. Donc, on va commencer par le premier, Audience Name and Defaults. Au niveau de Audience Name and Defaults, tu as différentes choses à configurer sur cette page-là. En fait, c'est cette page-là sur laquelle tu as le plus de choses à configurer. Le premier, c'est le Audience Name. Ce nom-là, c'est le nom qui apparaît ici quand tu es dans ton compte MailChimp pour nommer ta liste de contacts. Parce que dans ton compte MailChimp, c'est possible d'avoir plusieurs listes de contacts. Donc, tu vas vouloir leur donner un nom qui va être significatif par rapport à c'est quoi cette liste de contacts-là. Mais aussi, le nom qui apparaît à ce que tu mets à cet endroit-là, il va aussi apparaître aux yeux de tes abonnés aussi. Comme par exemple, ton abonné, quand il va remplir ton formulaire pour s'inscrire à ton infolette, la page qui va afficher sur le site de MailChimp lui disant « Confirmation que tu es bel et bien abonné », ça va lui indiquer le nom de ta liste, le nom que tu mets ici. Ça va lui indiquer le nom de ta liste. Même chose s'il se désabonne. Ou, par exemple, disons qu'un abonné reçoit une infolette, puis dans le bas de l'infolette, il clique le lien Gérer mon profil ». Quand il va cliquer le lien pour gérer mon profil, ça va l'emmener sur le site de MailChimp, puis là aussi, ça va lui afficher le nom de ta liste de contacts. Donc, ici, mets pas un nom cryptique là, qui est juste une référence interne parce que tes abonnés vont le voir, mais un nom qui est à la fois significatif pour toi et significatif pour eux. Après ça, le prochain truc que tu vas vouloir configurer, si tu es au Canada ou en Europe, c'est le Enable Double Opt-in. Dans un cas comme dans l'autre, bien pour sûr au Canada, on doit absolument cocher cette option-là, le Double Opt-in. Puis en autant que je sache, on doit la cocher aussi pour l'Europe. Essentiellement, ce que c'est le Double Opt-in, si on prend le scénario typique de quelqu'un qui donne un consentement implicite en allant sur ton site web et en remplissant le formulaire pour s'inscrire. Normalement, si tu veux respecter la loi anti-pourriel C28 au Canada, ce que tu dois faire quand quelqu'un s'inscrit de cette manière-là à ton infolette, c'est qu'une fois que MailChimp reçoit les coordonnées de la personne, son nom, son courriel, etc., les différentes questions que tu poses dans ton formulaire d'inscription à ton infolettre, MailChimp va envoyer un courriel à la personne pour lui dire « Tu viens de demander d'être abonné à l'infolette de X compagnie. Clique le lien dans ce courriel pour confirmer ton abonnement. » Ce clic-là, justement, dans le courriel, c'est ça la confirmation, le double opt-in. C'est que la personne doit confirmer 2 fois qu'elle veut bel et bien s'abonner à ton infolette dans le cadre où elle te donnerait un consentement implicite qui serait comme, par exemple, remplir le formulaire sur ton site web, sur ta page Facebook ou ailleurs pour s'inscrire à ton infolette. Donc, au Canada, tu n'as vraiment pas le choix. Il faut que tu coches le Enable Double Opt-in ici. Puis, en autant que je sache, en Europe, c'est la même chose. En Europe aussi, vous devez avoir le Double Opt-in ou la double confirmation pour l'inscription à une infolette. Parce que sinon, n'importe qui pourrait inscrire l'adresse de courriel de n'importe qui dans les formulaires. Puis, les gens se retrouveraient sur des listes d'abonnés ou ils veulent pas être abonnés finalement. Après ça, l'autre option que tu pourrais activer, mais moi que je recommande à mes clients de ne pas activer, c'est le reCAPTCHA. Le reCAPTCHA ou le CAPTCHA, c'est quand tu remplis un formulaire sur le web, puis il y a comme une petite case avec un gribouillis de chiffres et de lettres qui est difficile à lire. Puis là, ça te dit rentre les lettres ou les chiffres que tu vois dans la case, ou les cases à cocher où est-ce qu'on doit cocher je ne suis pas un robot, ou les petits tests de Turing où ça nous demande coche toutes les images où tu vois une baleine ou toutes les images où tu vois une bicyclette. Donc ça, tu vas vouloir avoir ce genre de fonctionnalité-là, le CAPTCHA sur ton formulaire d'inscription, dans le cas où tu n'actives pas le Double Opt-in. Personnellement, je trouve que c'est redondant d'activer à la fois le Double Opt-in et le reCAPTCHA, parce que le reCAPTCHA, son but, c'est de bloquer les robots, d'empêcher des robots de spammer ton formulaire d'inscription, puis là, que tu te retrouves avec un paquet d'inscriptions à ton infolette de fausses personnes finalement. Mais l'affaire, c'est que si tu actives le Double Opt-in, des robots pourraient tomber sur ton formulaire, garocher un paquet d'adresses de courriel pour avoir plein d'abonnés
aléatoires dans ta liste d'envoi, mais ils vont jamais réellement devenir des abonnés parce que MailChimp va envoyer des courriels pour le double opt-in à toutes ces fausses adresses de courriel-là, puis il n'y aura jamais de confirmation avec le clic pour le double opt-in. Fait que c'est un petit peu redondant en plus du double opt-in, de rajouter le reCAPTCHA. Puis en plus des mesures de sécurité comme un reCAPTCHA, des fois, ça fait en sorte que des utilisateurs légitimes du formulaire, fait qu'un vrai humain qui veut vraiment s'abonner à ton infolette, ça peut lui causer des difficultés à utiliser le formulaire d'inscription parce que le reCAPTCHA bug, parce qu'il n'arrive pas à lire le gribouillis de chiffres puis de lettres. Puis à ce moment-là, ben, tu perds des abonnés. Fait que moi, ce que je te suggère, c'est active le double opt-in, active pas le reCAPTCHA, à moins que tu sois dans une région du monde où tu n'es pas obligé d'avoir le double opt-in. À ce moment-là, active le reCAPTCHA. Juste pour ta gouverne, le reCAPTCHA, c'est le CAPTCHA fait par Google. Fait que le nom général pour ça, c'est CAPTCHA, puis celui de Google en particulier s'appelle reCAPTCHA. Donc, MailChimp utilise celui de Google, reCAPTCHA. Après ça, tu as des informations à compléter ici qui sont optionnelles, mais moi, je te suggère de les mettre. Les informations que tu vas mettre ici, le default from name, puis le default email address, c'est les informations qui vont apparaître par défaut quand tu vas créer une nouvelle campagne. Ce que MailChimp appelle une campagne, c'est en fin de compte une infolette. Fait que quand tu vas créer ton infolette hebdomadaire ou ton infolette mensuelle pour l'envoyer à tes abonnés, par défaut, MailChimp va automatiquement indiquer que le courriel, il vient du nom que tu vas mettre ici, puis qui est envoyé par l'adresse de courriel que tu indiques ici. Fait que toi, dans ton cas, tu vas mettre le nom de ta compagnie probablement, puis l'adresse de courriel générale qui serait le from ou le de des courriels qui vont être envoyés par MailChimp. Ici, tu n'es pas obligé de mettre de l'information. Fait que si tu laisses ces deux cases-là vides, ce qui va arriver, c'est quand tu crées des campagnes, il va falloir qu'à toutes les fois, tu indiques le from name et le from email à toutes les fois que tu vas créer une nouvelle campagne, une nouvelle infolette finalement. Mais considérant qu'en général, tes infolettes, ton compte MailChimp pour ton organisation, c'est en tant que ton organisation que MailChimp devrait envoyer. Dans la majorité des cas, ça fait du sens de mettre l'information ici puis qu'elle se répète sur toutes tes infolettes. Puis dans le pire des cas, s'il y a une infolette qui devrait avoir un from name ou un from email différent, il n'y a rien qui t'empêche de changer pour une infolette quand tu vas la créer, cette infolette-là. Après ça, tu pourrais, si tu veux, mettre un sujet par défaut qui va apparaître dans toutes les infolettes que tu envoies. Personnellement, je trouve que cette option-là, elle fait pas de sens parce que normalement, chaque infolette que tu vas envoyer va parler d'un sujet différent. Puis ce sujet-là devrait se refléter dans le titre du courriel. Donc, ça ferait pas de sens que tous les courriels que tu envoies dans le cadre de ta campagne de marketing par courriel, toutes les infolettes que tu vas envoyer aient le même titre. Ça ferait pas de sens. Moi, je te recommande de laisser cette case-là vide. Ça me semble pas nécessaire. Ça me semble pas logique du tout, en fait, là, de mettre l'information par défaut dans cette case-là. Après ça, ici, tu as l'option de Send a Final Welcome Email. Le Final Welcome Email dans MailChimp, c'est par exemple quelqu'un qui s'abonne à ton infolette. Disons, il remplit le formulaire sur ton site web. MailChimp lui envoie un courriel. Veux-tu vraiment être abonné? Si oui, clique le lien. La personne clique le lien, elle fait le double opt-in. Ça l'amène sur le site de MailChimp avec une page de confirmation lui disant « T'es bel et bien abonné maintenant, tu vas recevoir les prochaines infolettes. » Et puis, si tu coches le Send Final Welcome Email, MailChimp va en plus envoyer un courriel transactionnel à la personne pour lui dire « T'es bel et bien inscrit à l'infolette », essentiellement la même chose qu'elle vient juste de voir la personne sur le site de MailChimp. Donc, c'est vraiment redondant en réalité. Si ton Send Final Welcome Email est juste à propos de confirmer à la personne qu'elle est abonnée, c'est vraiment inutile parce qu'en réalité, en cliquant le lien pour le double opt-in, elle a déjà une confirmation qu'elle est déjà inscrite. Fait que c'est vraiment inutile de lui confirmer la même chose deux fois. Par contre, tu vas vouloir activer le Send Welcome Email dans le contexte où par exemple, tu donnes quelque chose aux abonnés, comme ce qu'on appelle le bonbon finalement, là. Comme par exemple, l'exemple typique, c'est abonne-toi à mon infolette, je vais t'envoyer mon e-book gratuit. Abonne-toi à mon infolette, je te donne 10% de rabais sur ton prochain achat sur ma boutique en ligne, etc. Donc, ce bonbon-là, donc si tu as un bonbon que tu offres à tes nouveaux abonnés, mais là, le Send Final Welcome Email fait du sens parce que le bonbon va être livré dans ce courriel-là, dans le Final Welcome Email. Aujourd'hui, je ne te montrerai pas comment configurer ce courriel-là pour y inclure le bonbon. J'ai fait une vidéo à part là, qui t'explique comment faire pour configurer les courriels transactionnels de MailChimp. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo, puis tu pourras aller voir ça pour savoir comment configurer le Final Welcome Email. Donc, si dans ton cas, tu n'as pas de bonbon ou rien de ça que tu envoies à l'abonné qui vient de s'abonner, coche pas cette case-là, c'est vraiment redondant. Puis dans le cas où tu aurais un bonbon, à ce moment-là, va configurer ton Final Welcome Email. Puis une fois qu'il est configuré, reviens à cet écran-là puis coche la case. La prochaine option, c'est Let Users Pick Plain Text or HTML Emails. Ici, c'est pour c'est deux formats différents de courriels qui peuvent être envoyés par MailChimp, soit HTML ou en texte brut. Un courriel HTML, essentiellement, c'est un courriel qui est joli. Finalement, là, c'est essentiellement ça la différence. Donc, quand tu reçois une infolette d'une compagnie, puis qu'il y a une belle en-tête avec le logo, puis il y a des couleurs, puis il y a des images, puis etc.,
c'est un courriel qui a été fait avec du code HTML versus, mettons, un courriel que toi t'envoies avec ta boîte de courriel pour écrire à ton comptable, écrire à un collègue de travail. Ça, normalement, ce genre de courriel-là, c'est du courriel en texte brut ou du courriel vraiment de base où il y a juste comme du gras puis l'italique, des choses comme ça. Donc, ça, c'est les deux formats d'email ou de courriel que MailChimp peut envoyer. Personnellement, je te suggère de ne pas cocher cette option-là, de ne pas laisser le choix à tes abonnés d'avoir une ou l'autre version de tes infolettes, parce qu'en réalité, la version texte, elle n'est pas belle à regarder, elle ne met pas de l'avant ta marque, ou en tout cas, le côté identité visuelle de ta marque est complètement perdu dans un courriel textuellement, c'est que le côté texte ou communication écrite de ta marque est quand même inclus. Fait que moi, je te suggère de ne pas cocher cette case-là, que tous tes abonnés reçoivent le courriel, la version HTML de tes infolettres. De toute manière, de nos jours, pas mal tout le monde a un appareil ou un logiciel de courriel capable d'afficher un courriel en format HTML. Il y a eu une époque, il y a très longtemps, quand moi j'ai commencé à faire du web, qu'il y avait encore beaucoup de logiciels qui n'étaient pas capables d'afficher des courriels en format HTML. Donc, il fallait nécessairement envoyer les deux versions puis laisser le choix aux gens de s'abonner à l'une ou à l'autre. Mais c'est plus du tout ça la réalité aujourd'hui. Excepté si tu es dans une situation particulière du genre, ton organisation, c'est un organisme qui soutient, par exemple, des gens qui ont un handicap visuel. Quelqu'un qui aurait un handicap visuel, probablement qui met ses courriels en mode texte seulement pour que son logiciel qui lit le texte à l'écran soit capable de bien lire le contenu de ses courriels. Fait que là, à ce moment-là, si ta clientèle cible, c'est une clientèle comme ça qui serait susceptible de pas pouvoir consulter ton courriel en format HTML, là, donne l'option, mais sinon, coche pas cette option-là. L'autre option que tu pourrais cocher ici, c'est le Send Unsubscribe Confirmations to Subscribers. Essentiellement, ce que c'est, disons que quelqu'un est abonné à ton infolette, puis là, il est tanné, il veut plus recevoir ton infolette, il clique le petit lien dans le bas de ton infolette pour se désabonner. Ben, à ce moment-là, en cliquant le lien de désabonnement dans ton infolette, ça va emmener la personne sur le site de MailChimp, puis ça va afficher une page qui lui dit « T'es bel et bien désinscrit de l'infolette de XYZ compagnie ». Donc, la personne voit une confirmation sur son écran qu'elle est désabonnée. Si tu cliques l'option ici pour Send Unsubscribe Confirmations to Subscribers, ce que ça va faire, c'est qu'en plus, MailChimp va envoyer un courriel à l'abonné pour lui dire « T'es bel et bien désabonné ». Donc, on s'entend que c'est redondant. Si la personne se désabonne, c'est parce qu'elle veut plus recevoir tes courriels. Fait que c'est vraiment comme rajouter de l'irritation à la personne si elle te demande de désabonner puis tu lui envoies un autre courriel en plus pour lui confirmer qu'elle est désabonnée quand elle le sait déjà parce qu'elle vient de le voir sur le site de MailChimp. Donc, c'est vraiment un cas où c'est redondant. Puis comme pour le Send Final Welcome Email ici que je t'ai parlé tantôt, il y a un cas d'exception. Par exemple, si tu as un mécanisme en place où, par exemple, quand les gens se désabonnent de ton infolette, tu veux leur envoyer un incitatif à se réabonner ou à rester abonné, comme par exemple, « Hey, si tu te réabonnes, on va te donner un rabais de 10% sur ton prochain achat sur notre boutique en ligne. » Là, à ce moment-là, ça fait du sens de cocher Send Unsubscribe Confirmation to Subscriber parce que ce call to action-là ou cet appel à l'action-là qui va être envoyé à l'abonné, à l'ancien abonné pour qu'il se réabonne ou qu'il reste abonné. Mais là, ça fait du sens. Tu as quoi de plus à lui dire ou à lui faire faire avec ce courriel-là. Par contre, si tout ce que tu utilises ce courriel-là, c'est vraiment juste pour confirmer qu'il est désabonné, une information qu'il a déjà parce qu'il vient d'avoir sur le site de MailChimp, redondant, coche pas l'option. Après ça, la dernière partie que tu peux configurer sur cet écran-là, c'est la partie du bas ici. Donc, si tu mets ton adresse de courriel ici ou ici, à ce moment-là, à toutes les fois qu'une personne s'abonne à ton infolette, donc ça c'est le premier ici, là, Email Subscribe Notifications to. Donc, si tu mets ton adresse de courriel là, à toutes les fois que MailChimp reçoit une inscription à ta liste de contacts, il va t'envoyer un courriel pour te dire « Quelqu'un vient de s'abonner, voici son nom et son courriel ». Même chose ici, si tu mets ton adresse de courriel dans Email Unsubscribe Notification to, à ce moment-là, à toutes les fois que quelqu'un se désabonne de ton infolette ou de ta liste d'envoi, MailChimp va t'envoyer un courriel pour te dire quelqu'un s'est désabonné, voici son nom, voici son courriel. On s'entend que si tu as une grosse liste de contacts avec beaucoup d'abonnements et de désabonnements chaque jour, à chaque semaine, ça va assez rapidement remplir ta boîte de courriel. Puis au bout du compte, à part des scénarios particuliers, je vois pas pourquoi tu aurais besoin de le savoir immédiatement et au fur et à mesure quand des gens s'abonnent ou se désabonnent. Moi, ce que je te suggère de faire à la place, c'est de laisser ces deux cases-là ici vides et puis plutôt mettre ton adresse de courriel ici. Ce que ça fait, si tu mets ton adresse de courriel à droite dans Email Daily Digest 2, c'est que MailChimp va t'envoyer un courriel une fois par jour, seulement et seulement si, pendant cette journée-là, quelqu'un s'est abonné ou désabonné. Fait que ça va être un seul courriel, puis ça va faire la liste complète de tous les gens qui sont abonnés et de tous les gens qui sont désabonnés. Donc, si tu veux juste être informé de ce qui se passe sur ta liste, mais tu n'as pas nécessairement besoin de prendre action immédiatement
quand quelqu'un s'abonne ou se désabonne, à ce moment-là, l'option de droite de recevoir un courriel une fois par jour s'il y a eu du mouvement en termes d'abonnement, désabonnement, c'est amplement suffisant. Donc, une fois que tu as fini de cocher puis de remplir les différentes options comme que tu as besoin ici par rapport à ta situation particulière, tu peux cliquer sur Save Audience and Campaign Defaults. Et puis, c'est un peu lent. C'est probablement pas MailChimp qui est lent. En ce moment, pendant que j'enregistre la vidéo, il y a une tempête de neige ici au Québec. Et puis, mon Internet n'est pas super stable aujourd'hui. Fait que j'espère que je te ferai pas trop perdre ton temps en attendant que le site affiche pendant que je fais des opérations sur MailChimp. Le prochain truc à configurer ici, ça va être, si tu es en Europe, ce serait de configurer le GDPR. Le GDPR, c'est le nom en anglais pour le RGPD, le Règlement général de protection des données. Ça, c'est un règlement qui vise que l'Europe ou que les entreprises, même hors Europe, qui ont des abonnés qui sont en Europe. Je m'y connais pas assez à ce niveau-là parce que j'ai pas eu à configurer MailChimp pour des clients européens pour pouvoir bien te conseiller pour cet écran-là. Donc, je t'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui. Par contre, si tu es dans un scénario où ce que tu représentes une organisation qui est européenne ou une organisation qui est même hors Europe, incluant au Canada, où tu aurais des abonnés sur ton infolette qui sont d'origine européenne, que ce soit des individus ou des entreprises, tu dois à ce moment-là te conformer au RGPD. Fait que tu vas devoir aller à cet écran-là, cliquer sur ce menu-là, puis aller faire les configurations nécessaires pour te conformer au RGPD. Après ça, la prochaine option ici, c'est Publicity Settings. On va aller ici. Non, c'est vrai, il n'y a rien à configurer à ce niveau-là, pardon. Le prochain qu'on va aller, c'est Audience Fields and Merge Tags. Ça, c'est les différentes informations qui vont être enregistrées dans la base de données de MailChimp concernant tes abonnés. Comme tu peux voir à l'écran, il y a leur courriel, leur nom de famille, leur prénom, etc. Donc, de base, dans MailChimp, quand on vient juste de créer un compte MailChimp, c'est ça ici qu'on a. Fait qu'on a courriel en anglais, tout est en anglais parce que MailChimp, c'est une plateforme en anglais. Je vais te montrer comment configurer ça ou traduire ça en français. Donc, on a courriel, nom de famille, prénom, l'adresse postale, téléphone, et puis la date de naissance. Donc, ça, c'est les différents champs qui sont là par défaut. Fait que là, ce qu'on va faire pour commencer, c'est traduire ces champs-là parce qu'on veut que quand il y a un formulaire d'abonnement MailChimp qui apparaît sur notre site web ou ailleurs, que les champs soient en français, si on a un auditoire qui est en français, bien sûr, qui est francophone. Donc, on va changer ça ici. Si tu es en France, tu vas laisser email. Si tu es au Québec, tu vas mettre courriel. On dit courriel au Québec, on ne dit pas email. Last name, c'est nom de famille. On peut mettre juste nom en français. First name, c'est prénom. On va mettre prénom ici. Adresse en français, ça prend un S, un D, deux S. J'espère que je n'ai pas de faute. Je pense que c'est un D, deux S. Téléphone. Oups. Téléphone comme ça ici. Date de naissance. Tu n'es pas obligé de tout traduire. Là. Je vais juste te montrer comment tout traduire en réalité, mais ce qui est important, c'est que tu traduises les champs qui vont apparaître sur tes formulaires d'abonnement pour ton infolettre. Fait que là, une fois que j'ai fait ça, avant de faire autre chose, je vais faire enregistrer, en espérant que ce soit pas trop long avec la tempête d'aujourd'hui. Parfait, super. Fait que c'est enregistré maintenant. Maintenant, la chose que tu vas vouloir regarder ici, après avoir traduit les différents libellés, c'est quels champs sont requis et quels champs sont visibles. Donc, visible, c'est pas compliqué. Si tu coches des champs pour qu'ils soient visibles, ça veut dire que quand MailChimp va avoir un formulaire affiché sur ton site web, sur Facebook ou directement sur le site de MailChimp pour s'abonner à ton infolette, ça, c'est les champs qui vont être visibles dans le formulaire. Fait que là, tu peux rien changer au niveau de courriel parce que le strict minimum pour s'abonner à une infolette par courriel, c'est donner son adresse de courriel. Fait qu'on n'a pas l'option de rendre l'adresse de courriel invisible ou de ne pas l'avoir dans le formulaire. C'est le minimum finalement. Par contre, tu n'es pas obligé de demander le nom et le prénom à tous tes abonnés. Tu pourrais demander juste le nom, tu pourrais demander juste le prénom, ou tu pourrais aussi changer ça pour une case nom qui contiendrait le prénom et le nom. Ça dépend vraiment là, comment tu veux procéder par rapport à ta liste d'envoi. Généralement, c'est mieux de vraiment laisser nom puis prénom séparés parce que si tu exportes tes contacts d'une autre plateforme, probablement que l'information du nom puis l'information du prénom, c'est deux informations différentes finalement si tu l'exportes d'une autre base de données comme ta boutique en ligne ou ton CRM ou ton logiciel comptable. Sûrement que tu as ces deux informations-là séparées. Fait que moi, je te recommande de les garder séparées sur MailChimp aussi, à moins que dans ton cas, tu sais que tu as besoin d'avoir les deux ensemble, prénom et nom dans le même champ. Là, à ce moment-là, tu peux faire la modification ici. Fait que si on va laisser nom visible, prénom visible, après ça, si c'est pertinent pour toi de demander l'adresse postale à tes abonnés, tu peux le cocher. C'est vraiment rare en réalité que tu auras besoin d'avoir l'adresse postale d'un abonné pour une inscription à une infolette qui s'en va par courriel. Mais si jamais c'est pertinent pour toi, tu peux le cocher ici. Ma recommandation à ce niveau-là, en réalité, c'est de demander le moins d'informations possible dans le formulaire. Parce que plus que d'informations à remplir dans le formulaire, puis plus que ça va faire de la friction,
Puis plus qu'il y a de friction, mais plus qu'il va y avoir haut taux d'abandon. Fait que la friction, c'est les gens qui vont se tanner parce que le formulaire est trop long, ou c'est les gens qui vont trouver que tu demandes trop d'informations et tout ce qu'ils veulent, c'est avoir ton rabais de 10%. Puis là, tu leur demandes vraiment trop de questions, puis ils vont se dire, OK, non, non, non. Après ça, ils vont tout savoir sur moi, je ne veux pas leur donner toutes ces informations-là. Fait que plus que de friction comme ça, puis plus qu'il va y avoir d'abandon. Puis l'abandon, c'est des gens qui voient le formulaire, qui peut-être commencent à le remplir, puis qui se rendent pas jusqu'à la fin, soit de soumettre le formulaire pour s'abonner. Fait qu'il faut toujours que tu gardes en tête quand tu fais des choses sur le web, que les gens sont pressés dans la vie, sont aussi paresseux, puis rendus sur le web, sont encore plus pressés, puis sont encore plus paresseux. Fait que tu veux pas avoir un formulaire avec 20 champs à remplir pour s'inscrire à ton infolette, garde ça au strict minimum. Si toi, le strict minimum, c'est juste l'adresse de courriel, puis tu t'en fous d'avoir le nom des gens, décoche nom puis prénom ici, puis demande juste l'adresse de courriel. C'est quelque chose qui colle bien là, par rapport à tes besoins quand tu vas envoyer tes infolettes plus tard. Demande juste le courriel. Si tu es capable de demander juste le courriel, c'est parfait. Sinon, vas-y avec le minimum qui est le nom puis le courriel ou le prénom, le nom puis le courriel. Même chose pour le téléphone. Si tu n'as pas réellement besoin d'avoir le numéro de téléphone des gens, demande pas leur numéro de téléphone. Les gens sont beaucoup plus frileux à donner leur numéro de téléphone qu'ils le sont de donner leur adresse de courriel. Fait que tu vas vouloir favoriser là, de ne pas demander le courriel, de ne pas demander le téléphone, à moins que tu en aies un réel besoin qui serait justifiable puis que l'abonné potentiel comprend que c'est justifiable, parce qu'encore une fois, ça va faire de la friction. Même chose pour la date de naissance. Tu peux demander la date de naissance si tu prévois éventuellement configurer une automation dans MailChimp pour envoyer par exemple une infolette carte de fête à tes abonnés quand on est proche de leur fête, mettons la veille ou la journée même de leur fête, des choses comme ça. Par contre, si tu n'as aucun plan d'utiliser leur date de naissance, demande-le pas. Encore une fois, ça fait de la friction qui va augmenter ton taux d'abandon, surtout s'ils ne trouvent pas que c'est justifiable finalement que tu demandes la date de naissance. Donc ça, c'est pour les différents champs. Disons que j'ai fait des changements ici, je peux cliquer Enregistrer pour sauvegarder mon changement. Puis après ça, si tu veux, tu peux rajouter des champs. Si par exemple, pour toi, tu aurais besoin de demander, je sais pas, par exemple, tu voudrais savoir c'est quoi la date que la personne est devenue client chez toi ou est devenue membre chez toi, tu pourrais cliquer Add a Field ici, puis tu pourrais ajouter différents, je vais tasser ma vidéo ici, tu pourrais ajouter différents types de champs à ton formulaire. Je vais t'expliquer, je vais pas te montrer comment ajouter chacun des types de champs, je vais plutôt t'expliquer c'est quoi les différents types de champs, puis après ça, tu pourras expérimenter pour voir ce qui fonctionne pour toi dans le cas où tu aurais besoin de rajouter des champs. Donc, si un champ texte, c'est un champ dans lequel, c'est un champ alphanumérique dans lequel l'abonné va pouvoir écrire n'importe quoi, des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux, puis il n'y a aucune validation qui va se faire sur le champ. Après ça, un champ number, c'est comme le nom le dit, c'est un champ dans lequel on peut rentrer un chiffre, qu'il soit décimal ou qu'il soit entier, mais on peut juste rentrer des chiffres dans un champ number, on ne peut pas rentrer des lettres ou des symboles, autre que peut-être le point ou la virgule pour délimiter là, les décimales, par exemple. Après ça, il y a des boutons radio. Des boutons radio, c'est quand tu veux donner une liste de choix, puis que la personne peut juste choisir un des choix dans la liste, c'est des boutons radio. Donc, disons que tu as 5 choix, la personne va voir les 5 choix, puis il va avoir le bouton radio, c'est comme une petite pastille ronde, puis elle va pouvoir cliquer dans un des ronds pour sélectionner un des choix dans la liste. Après ça, un drop-down, c'est un menu déroulant. Fait qu'un menu déroulant, c'est le même principe, c'est que tu veux donner une liste de choix, la personne peut choisir un choix, mais plutôt que de voir directement à l'écran la liste de tous les choix, la personne doit cliquer le menu déroulant pour que le menu s'ouvre, qu'elle voit tous les choix, puis qu'elle sélectionne dans la liste. Fait que tu vas vouloir aller avec un bouton radio dans le cas où il y a juste quelques choix, par exemple, mettons 2, 3, peut-être 4 choix. Par contre, si tu as vraiment une longue liste de choix, comme par exemple toute une liste de pays, ou toute une liste de villes, ou toute une liste de régions, etc. À ce moment-là, utilise plutôt un drop-down, un menu déroulant. Comme ça va éviter d'avoir une super longue liste affichée directement dans le formulaire. La personne va devoir cliquer pour voir la liste avec un petit onglet de défilement. Ça va faire plus propre visuellement. Puis ça va être moins, je cherche le mot overwhelming, là, ça va être moins paniquant ou peut-être inquiétant pour la personne que de voir de quoi de plus compact comme ça, en plus d'être plus esthétique aussi. Après ça, tu peux ajouter un champ date. Un champ date, essentiellement, c'est un champ qui va prendre rien d'autre qu'une date. Donc, c'est pas possible de mettre d'autres types d'informations dans un champ date. Si le genre de date que tu vas avoir spécifiquement, c'est la date de naissance, à ce moment-là, MailChimp a un type de champ date qui s'appelle birthday, qui est spécifiquement pour la date de naissance. Par défaut, en réalité, quand tu ouvres ton compte MailChimp, il y a déjà un champ birthday, mais tu pourrais vouloir en rentrer un autre. Fait que là, à ce moment-là, tu pourrais avoir un autre champ birthday ici. Le champ adresse, c'est pour l'adresse postale. Et puis, on peut aussi rajouter un champ pour le zip code. Le zip code, c'est le code postal aux États-Unis. Ça fonctionne vraiment juste pour les États-Unis, le zip code. Donc, si tu es au Canada, utilise pas le champ zip code, utilise plutôt un champ texte dans lequel la personne va pouvoir écrire ce qu'elle veut alphanumérique. Il n'y aura juste pas de validation à savoir là, si c'est le bon format lettre, chiffre,
lettres chiffres d'un code postal canadien, mais au moins la personne va pouvoir rentrer son code postal. Après ça, le champ phone, c'est comme le nom dit, c'est pour le numéro de téléphone, que ce soit mobile ou terrestre. Website, c'est pour l'adresse d'un site web. Puis image ou image, c'est pour rajouter une image, comme par exemple si tu veux associer un logo, un symbole, une photo avec tes abonnés dans ta liste d'envoi, tu pourrais le faire ici. Donc, ça, c'est tous les différents champs que MailChimp te permet d'ajouter à ta liste de contacts. Donc, ça, c'est pour cet écran-là ici. Je vais redescendre cela. Après ça, on va aller dans le menu, on va retourner dans le menu Settings ici, puis on va aller dans Required Email Footer Content. Tu as sûrement déjà remarqué quand tu reçois des infolettes de différentes compagnies, dans le bas de l'infolette, il y a une explication sur pourquoi tu reçois ce courriel-là. Une explication du genre, vous recevez ce courriel parce que vous êtes abonné à notre infolette. Vous recevez ce courriel parce que vous êtes client chez nous. Vous recevez ce courriel parce que vous avez déjà fait un achat sur notre boutique en ligne. Peu importe c'est quoi, il y a toujours une petite raison qui est expliquée dans le bas. Puis ça, c'est quelque chose que MailChimp oblige, puis je pense qu'il y a plusieurs régions dans le monde en réalité où que la loi l'oblige aussi. Fait que tu vas vouloir venir ici, puis tu vas vouloir écrire un texte qui est représentatif de comment tes abonnés se retrouvent sur ta liste. Est-ce qu'ils se retrouvent sur ta liste parce que tu les as ajoutés parce que c'est tes clients, c'est tes membres, c'est tes bénévoles? Est-ce qu'ils se retrouvent sur ta liste parce que ils sont inscrits d'eux-mêmes ou une combinaison d'eux? Tu vas vouloir écrire un petit texte ici qui va expliquer pourquoi ils sont abonnés. Puis tu vas vouloir être vraiment clair et simple dans ton explication ici. Parce que quand les gens vont recevoir ton infolette, ils vont faire comme c'est quoi ça, puis pourquoi je reçois ça. Leur réflexe, ça va être d'aller dans le bas pour se désabonner. Puis quelque part proche du lien pour se désabonner, il va y avoir ce petit texte d'explication-là. Fait que ça se peut qu'avant de cliquer désabonner, ils voient le texte, ils font comme ah oui, c'est vrai, je me suis abonné, ou ah oui, c'est vrai, j'ai déjà acheté sur cette boutique en ligne-là. Puis là, ils vont peut-être être plus enclins à ne pas se désabonner, puis continuer à recevoir tes infolettres. Donc, ça, c'est la première info à mettre. L'autre info à remplir ici, c'est tes coordonnées d'entreprise. Donc, ça devrait être les coordonnées de la personne qui doit être contactée dans le cas où quelqu'un voudrait faire une plainte. Par exemple, il reçoit des infolettes, il trouve que le contenu est choquant, ou il s'est jamais abonné, il est pas content, etc. Autant l'abonné que les autorités dans les pays comme le Canada, où il y a un organisme qui gère le marketing par courriel, puis les courriels qui viennent avec. Tu dois mettre tes informations de ton entreprise à cet endroit-là. Puis, ces informations-là doivent être valables et elles doivent apparaître dans le pied de toutes tes infolettes, finalement. Fait qu'en remplissant le formulaire ici, MailChimp va automatiquement prendre cette information-là puis l'insérer dans le bas de toutes les infolettes que tu vas envoyer avec la plateforme MailChimp pour se conformer pour les lois de différents pays, dont entre autres ici au Canada. Puis je pense que ça, en Europe, c'est la même chose. Vous devez aussi en Europe avoir ce genre d'informations-là dans le pied de vos infolettres. Une fois que c'est complété, on peut cliquer, on met aussi l'adresse du site web. Puis une fois que c'est complété, on peut cliquer Save, puis ça enregistre les changements qu'on vient de faire. Après ça, si je me souviens bien, il reste un dernier truc à regarder dans le menu Settings. Oui, il reste un dernier truc, c'est Google Analytics. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi Google Analytics. C'est un service gratuit de Google qui te permet de mettre un code de suivi sur ton site web. Puis ce code de suivi-là te permet, quand tu vas dans le panneau de contrôle de Google Analytics, d'analyser le trafic qui vient sur ton site web. Fait que Google Analytics te permet de voir, par exemple, la quantité de gens qui viennent sur ton site web, où dans le monde ces gens-là sont situés, quel type d'appareil ils utilisent, un mobile, un ordinateur de bureau, est-ce qu'ils utilisent Chrome, Firefox, Edge, Safari, est-ce qu'ils ont un gros écran, est-ce qu'ils ont un petit écran, combien de temps ils passent sur ton site, c'est quoi les pages les plus populaires, etc., etc., etc. Fait qu'à la base, Google Analytics, à propos d'analyser le trafic qui vient sur ton site web. Par contre, tu peux connecter ton infolettre avec ton compte MailChimp avec Google Analytics. Puis là, à ce moment-là, si des internautes cliquent sur des liens dans tes courriels, puis atterrissent après ça sur ton site web ou atterrissent sur le site de MailChimp pour voir la version web de ton infolette, à ce moment-là, ces stats-là vont être enregistrés dans ton compte Google Analytics avec les informations d'achalandage de ton site web. Fait que ça peut être vraiment pratique dans le cas où tu ferais une campagne par courriel qui aurait pour but d'emmener des internautes sur ton site web pour qu'ils fassent des ventes, pour que toi, tu fasses des ventes puis qu'eux fassent des achats. À ce moment-là, dans Google Analytics, tu pourrais voir ce parcours-là. La personne est partie de l'infolette, elle a cliqué un lien, elle est venue sur le site, elle a mis des choses dans le panier, elle a acheté pour X montant, etc. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. S'il y a vraiment un lien entre le marketing que tu fais par courriel puis ton site web. Puis en réalité, il devrait y avoir un lien parce que, comme je le dis souvent en formation, le site web, c'est le centre de la stratégie de communication d'entreprise. Puis tout ce que tu fais autour, ça devrait être à propos d'emmener les internautes sur ton site web. Et puis le marketing par infolette, c'est une de ces choses-là qui sont à propos d'emmener les internautes sur ton site web. C'est le dernier truc que je vais te montrer aujourd'hui pour la configuration de ta liste d'envoi sur MailChimp. Si jamais tu veux en savoir plus par rapport à MailChimp, j'ai aussi enregistré des vidéos par rapport à d'autres sujets qui sont en lien avec MailChimp.
dont entre autres comment faire pour importer tes contacts, comment faire pour personnaliser les pages d'atterrissage sur le site de MailChimp, puis les courriels transactionnels que MailChimp envoie de ta part à tes abonnés. Et puis l'autre truc aussi que j'ai enregistré en vidéo, c'est quoi la différence entre les groupes, les segments et les tags. C'est pas toujours clair, c'est quoi la distinction entre les trois, dans quel scénario utiliser l'un ou l'autre. Fait que j'ai fait une vidéo pour ça aussi. Fait que les vidéos, les liens pour toutes ces vidéos-là vont être dans la description de la vidéo que tu écoutes en ce moment, juste en dessous de la vidéo ici. Si tu aimerais en savoir plus par rapport à MailChimp ou par rapport à d'autres plateformes, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu as des questions ou si tu as des sujets que tu aimerais me proposer pour mes prochaines vidéos. À la prochaine!